Bonjour tout le monde. Je me présente, Christian Messier. Je suis professeur à l'UQAM et à l'UQO. Je m'intéresse aux questions d'écologie forestière en forêt naturelle, mais aussi de foresterie urbaine. Et je vais être votre animateur aujourd'hui de ce panel que vous voyez, là, qui est composé de gens qui connaissent très bien la question qu'on va aborder aujourd'hui. Défis et solutions pour le maintien de la bonification du parc forestier en milieu urbain et périurbain. Je ne veux pas faire une grosse introduction, là, mais je pense que, surtout dans le cadre de la pandémie où les gens ont été un peu confinés localement, je pense que les arbres, les parcs, tous les milieux verts ont eu une importance vitale pour le maintien de notre santé, autant physique que mentale. Et je pense que la question se pose et on devrait essayer d'y répondre, mais comment faire pour bonifier ces espaces verts-là, le parc forestier en milieu urbain et périurbain, surtout qu'on sait de plus en plus que ces espaces verts-là et les arbres en particulier fournissent énormément de services très, très importants à peu près à tous les niveaux et nous permettent de maintenir un certain équilibre mental. Donc, sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à chacun de nos panélistes de se présenter brièvement. Puis après ça, je vais poser une série de questions et je vais inviter les gens à y répondre. Et après ça, on va peut-être revenir sur certaines questions ou ajouter des choses. Mais on a quand même 1 heure là, pour essayer de débattre de ces questions-là pour, par la suite, répondre à certaines des questions des gens qui nous écoutent. Donc, sans plus tarder, dans ma liste, j'ai Alain Paquette. Donc, Alain, j'aimerais ça que tu te présentes brièvement. Oui, bonjour. Je peux peut-être le faire plus vite parce que j'imagine que je me suis déjà présenté ce matin aux mêmes personnes. Donc, Alain Paquette, je suis professeur à l'UQAM. Je suis aussi titulaire d'une des nouvelles chaires dans le domaine de la forêt urbaine, ce qui est tout à fait bon signe parce que c'est, comme je le disais tantôt, il y a un renouveau là-dessus. Je suis aussi chercheur au Centre d'études de la forêt qui, lui aussi, s'est donné à ajouter la forêt urbaine à sa mission. Parfait, merci. Donc, Michel? Alors, oui, j'étais en conférence tout à l'heure. Donc, Michel Labrèche, je suis basé au Jardin botanique où j'ai un chapeau de conservateur du jardin que j'aime bien. Je suis aussi professeur associé à l'Université de Montréal au département de sciences biologiques et chercheur à l'Institut de recherche en biologie végétale avec des activités qui tournent autour des phytotechnologies et ce dont je vais parler ce matin. Voilà. Merci beaucoup. Et Virginie? Bonjour à tous, Virginie Anger, je suis ingénieure forestière au service des grands parcs du Mont-Royal et des sports de la Ville de Montréal. Parmi les dossiers là, qui m'occupent beaucoup et qui sont pertinents pour aujourd'hui, là, je travaille beaucoup sur le programme de gestion des écosystèmes dans les parcs nature et je coordonne aussi un programme de déminéralisation. Donc, on en a parlé un petit peu avec Ghislain tantôt, là, on pourra peut-être y revenir à la Ville. Merci. Danielle? Oui, bonjour. Mon nom est Danielle Dagenet. Je suis directrice de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage, spécialiste des infrastructures vertes à diverses échelles, je dirais, à partir du système où on va même regarder comment les racines des végétaux croissent dans des médias particuliers de biorétention, par exemple, jusqu'à la planification des infravertes dans une approche multicritère. Et comme Michel est là, je vais mentionner que, outre être professeur dans mon propre département, je suis aussi chercheur associé à l'Institut de recherche en biologie végétale. Parfait, merci. Je pense que, Daniel, je vais t'appeler Daniel Le, parce qu'on a 2 Daniel. Oui, tu peux m'appeler Daniel Le. Je vais répondre. Parfait. Donc, Ghislain. Oui, bonjour, Justin Breton. On s'est vu ce matin en conférence, donc chef d'équipe au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, aussi ingénieur forestier pour la Ville de Québec. Excellent. Daniel. Oui, bonjour. Donc, Daniel Drouin, chef du service de l'environnement à la Ville de Boucherville. Mon service était, disons, s'inscrit dans une logique d'aménagement du territoire. Je suis au sein de la direction de l'urbanisme et de l'environnement. Et puis, en fait,
j'aborde la question de la foresterie depuis quelques années, je dirais depuis 2012-2013, avec la grille du frêne, c'est un enjeu qui nous a sauté dessus. Donc, surtout mes collègues des travaux publics auparavant qui étaient impliqués, maintenant le service de l'environnement s'implique davantage au niveau des plantations et des contrôles de certains envahisseurs. Ben, ça va être intéressant d'avoir votre point de vue. Et le dernier, non le moindre, Emmanuel. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Emmanuel Rondia, directeur général du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Donc, nous, instance régionale de concertation en environnement, on est actif sur beaucoup de dossiers environnementaux de développement durable et entre autres toute la question de la foresterie urbaine, de la protection et de la mise en valeur des milieux naturels. Donc, on a un rôle à la fois d'influence des pratiques et des politiques publiques, mais aussi on est sur le terrain dans le cadre de plusieurs projets, actions, comme notre campagne ILO qui nous amène à planter et à essayer d'améliorer la qualité des milieux de vie un peu partout sur l'île de Montréal. Également actif au sein de l'Alliance Forêt Urbaine, donc un grand regroupement d'organisations qui travaillent à atteindre les objectifs de canopée sur l'île de Montréal. Bien, merci tout le monde. Donc, vous voyez qu'on a un panel très relevé avec des expertises de très haut niveau et surtout très variées. Donc, je vais commencer avec une première question assez générale, puis peut-être que je vais inviter les gens à répondre peut-être comme vous voulez. Là, je ne veux pas vous pointer du doigt, là, mais indiquez-moi. Là, mais la première question, c'est vraiment l'aspect du pourcentage de la canopée urbaine. Hein. Depuis quelques années, à peu près toutes les villes, les municipalités ont des objectifs d'augmenter le pourcentage de la canopée urbaine. Et on a des pourcentages, certains c'est 20, 25, 30, jusqu'à 40 %. Et donc, ma question, c'est, y a-t-il un pourcentage optimal qu'on devrait viser? Puis, en fait, j'avais une série de sous-questions là, que j'aimerais avoir votre opinion, mais est-ce qu'on devrait viser seulement un pourcentage, mais est-ce qu'il y a aussi des questions de qualité? Et finalement, dernièrement, j'étais à une réunion où j'ai entendu le chiffre de 40 % de canopée pour atteindre des objectifs là, de santé environnementale, et j'aimerais savoir s'il y a des raisons scientifiques là-dessus. Donc, est-ce que l'un d'entre vous aimerait commencer à répondre ou aborder cette question-là là, du pourcentage? Je vais me lancer en étant représentant de la Ville de Québec, de l'indice de la canopée. En 2015, on s'est posé ces questions. En fait, puis c'était vraiment un grand débat. Puis notre approche a été de venir dire, en fait, il y a une spécificité propre à chacun des quartiers puis des milieux. Puis le 40 % ou le 30 % ou le 28 % mur à mur pour une ville est difficilement applicable. Ça dépend vraiment dans le milieu dans lequel que tu t'insères, puis c'est ce qu'on est venu faire. Nous, on a redécoupé par quartier, puis on a redécoupé après ça par usage. Si on est sur une artère commerciale, si on est dans un quartier plus résidentiel, parce que c'était extrêmement compliqué. L'autre chose aussi, ça dépend de la spécificité du territoire. Québec partait avec une importante couronne forestière, je l'ai présenté un peu ce matin, mais à l'inverse, quand on faisait nos recherches, très intéressant à Calgary, c'est l'inverse. À chaque fois qu'ils extensionnent leur périmètre urbain, ils extensionnent sur des champs, donc ils partent de zéro, puis il faut qu'ils montent. Québec, à chaque fois qu'on extensionne notre périmètre urbain, on part de 100 %, puis on descend. Fait que c'est vraiment variable. Puis l'autre élément qu'on avait remarqué aussi, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur plus de 250 municipalités qui ont des calculs très poussés de canopée. Il n'y a pas de consensus. Le seul consensus qu'il y a, c'est justement de l'adapter dans les milieux dans lesquels on s'insère. Fait que pour nous, ça a été un choix vraiment là, en fonction de l'urbanisme, du milieu de vie, des indicateurs de défavorisation matérielle et sociale. On est venu à atteindre des taux variables. L'autre élément, la cible aussi. D'où ce que vous partez, je vous donne l'exemple de Québec, 3 % d'augmentation de canopée. C'était 1350 terrains de football sur 10 ans, ce qui veut dire 130 terrains de football à verdir par année. C'est quand même ambitieux. Fait qu'il y a l'autre élément aussi qui est, je peux bien cibler du 40, mais si pour l'atteindre, les chiffres sont complètement irréalisables, mieux vaut cibler un indice qu'on est capable d'atteindre, puis après se redonner un deuxième step si vous voulez. Fait que c'était l'analyse là. Pour Québec. Je trouve ça intéressant. Merci de se dire que finalement, le pourcentage global est peut-être moins important que des objectifs plus locaux, vraiment adaptés
aux conditions. Hein. C'est sûr, autour d'une autoroute, ça ne serait peut-être pas la même chose que dans un centre-ville, etc. Et je me souviens, juste avant de passer à la question, je me souviens d'avoir lu une analyse qui montrait que, par exemple, quand on analysait les arbres de rue, Montréal avait une canopée plus élevée que Toronto. Et Toronto avait une canopée plus élevée quand on incluait tous les parcs, les grands parcs. Et donc, juste un chiffre comme ça, c'est peut-être pas la meilleure information. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait rajouter ces éléments-là? Pensez à Alain au niveau de la qualité. Est-ce qu'on devrait viser seulement une quantité, ou est-ce qu'on devrait viser plutôt une qualité? Je pense que tu l'as abordé ce matin. Oui, justement, ça me fait plaisir de continuer si tu veux, mais il y a Virginie qui a levé la main avant moi, Christian. M'excuse, Virginie, vas-y. Pas de problème, je pense qu'on va tous avoir le temps, mais il y a plusieurs éléments qui, à propos de ça, dont je pense que c'est important de parler. Je pense que l'idée de la cible du 40 ou du 30 ou peu importe selon les municipalités, c'est vrai que ça a été établi en fonction du potentiel. À Montréal, on a un peu eu la même approche où selon les usages, on a des cibles qui diffèrent selon l'occupation du territoire. Urbaine, c'est aussi parce qu'on a besoin d'un indicateur puis d'une cible qui est facile à mesurer. Puis c'est pour ça qu'on va vers des indicateurs qui sont perfectibles ou qui sont peut-être trop grossiers, mais c'est parce que c'est facile à mesurer. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le 40 peu importe la cible, c'est beaucoup aussi, je pense, une question de répartition. Puis il y a plusieurs intervenants qui en ont parlé. Là. On veut intervenir dans les endroits où ça compte le plus. Puis un peu comme l'annonce de Rona, là, si ça existait, on l'aurait. Là. Si c'était facile de planter des arbres dans ces milieux qui sont défavorisés, puis pour toutes sortes de questions de cadre bâti où il n'y a pas d'arbres, bien, on l'aurait probablement déjà fait. Fait que c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'investir dans des arbres qui coûtent vraiment plus cher parce qu'il faut aller déminéraliser, il faut donner des bonnes conditions de croissance à ces arbres-là avant toute chose pour être sûr qu'ils puissent s'implanter, survivre, puis développer leur plein potentiel de canopée. Là. Fait que au-delà du pourcentage, il y a la question de la répartition là, qui est super importante. Oui, ça, je pense qu'il faut retenir ça, là, que le pourcentage, c'est peut-être pas l'élément le plus important. Y avait-tu quelqu'un d'autre qui a levé la main? Sinon, oui, Alain? Je vais être très rapide. Premièrement, peut-être une petite histoire, c'est de valeur que Rita ne soit pas là parce que c'est elle qui m'avait informé de ça, mais elle avait recherché d'où ça. Une de tes questions, Christian, c'était ça vient d'où ce fameux chiffre-là? Mais en fait, il vient du USDA, de quelques personnes qui avaient sorti ça, je ne sais pas trop où, je ne sais pas si c'était une publication ou dans une conférence, et puis il y a quelques années, ils se sont repris et eux-mêmes ont publié « Hey, attention, là, c'est pas une religion cette affaire-là, on ne voulait pas dire qu'il fallait atteindre un seuil, etc. » Donc, ils se sont rétractés. Mais depuis, les gens continuent de citer le USDA et ce fameux pourcentage de canopée pour les raisons que Virginie... C'était lequel, Alain, le pourcentage? C'était-tu 40 %? Je ne sais plus si c'était le 30 ou le 40. C'est le 40. C'est le 40, hein, c'est ça. Mais donc, mais bon, je pense que ça revient à ce que Virginie disait. On aime ça avoir une cible, etc. Mais c'est en même temps dangereux. Puis moi, la réflexion qui me vient, c'est 40 % de quoi? On l'a dit, tu as comparé Montréal, Toronto. Si on dit, par exemple, on veut avoir 40 % pour une ville, ben moi, ma grosse inquiétude, c'est qu'on le sait très bien où c'est qu'on va le mettre, le 40 % si c'est le seul objectif. On va le mettre là où c'est facile, en périphérie, sur des terrains vagues, etc. Puis après ça, on dira, on a atteint 40 %, mais finalement, on n'a pas augmenté la qualité de vie des citoyens. Donc, je pense que c'est ça. Il faut faire attention beaucoup à pourquoi on veut avoir ce 40 %-là, où on va le mettre. Puis évidemment, vous ne serez pas surpris que ce qui m'intéresse, c'est pas 40 % maintenant, mais ce 40 %-là, on va-tu l'avoir encore en 2050? Et ça, c'est fondamental. Là, donc, comment on va le planter? Oui, ça, j'ai une autre question là-dessus, là, sur quel va être l'état de la canopée dans 30-40 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait aborder cette question-là? Sinon, je vais passer à un autre. Peut-être. Vas-y, Emmanuel. Rapidement, puis c'est un peu dans la question des cibles. On parle aussi beaucoup de chiffres
On a 375 000, 500 000, 1 milliard d'arbres. Donc, c'est comme, on parle de pourcentage, mais cet enjeu de la cible aussi, du nombre d'arbres plantés qui, je pense, paraît bien en matière de communication. Mais après, à plus long terme, comment on se donne les mécanismes pour où on va les planter? C'est quoi le suivi qu'on va faire sur ces arbres plantés? Est-ce qu'ils sont plantés au bon endroit? Est-ce que c'est mieux d'en planter 400 000, mais en ayant un impact fort sur la qualité du milieu de vie, ou de planter 1 milliard, mais en mettant de façon très... où l'efficacité en fait et les services ne sont pas pris en compte. Donc, c'est plus un élément là, mais nous, c'est sûr que dans notre pratique, on est plus sur la qualité, le bon endroit pour planter l'arbre, en sachant qu'il va avoir le plus grand impact, puis en s'assurant aussi qu'on a les ressources pour assurer la pérennité de ces plantations. Ben, je vais dans le même sens que les collègues. En fait, le 40%, règle générale, là, on l'a vu, nous, quand on a travaillé sur le dossier, c'est dans de la réglementation. Je pense entre autres à Ville-Saint-Laurent, où on a identifié cette superficie-là à conserver. De notre côté, on a adopté une politique de l'arbre au printemps, toute nouvelle, et puis on a mis ce pourcentage-là de canopée de côté, parce que justement, quand on visait des objectifs trop grands, ça devenait impossible de s'engager avec un peu de sérieux. C'était une farce, en fait, de mettre des chiffres pareils. Ça aurait fait un beau pitch de vente, ça aurait été bien sympathique d'avoir un grand chiffre, mais c'était impossible de réaliser les plantations nécessaires. Et puis, le constat, c'est un peu ce que disait aussi Ghislain tout à l'heure. Nous, dans notre cas, en fait, plus on s'urbanise, plus notre pourcentage de canopée s'accroît. En fait, parce que 50% du territoire est agricole actuellement. Donc, quand on prend la canopée, on est à 17%, je crois. Mais quand on est dans la zone urbaine, on atteint peut-être le 25 à 30. Donc, en fait, depuis 70 ans, quand on regarde l'évolution du couvert à Boucherville, il n'y a jamais eu autant de forêts ou d'arbres à Boucherville que dans les 70 dernières années. Donc, effectivement, je pense que la réflexion à faire, c'est de se questionner où doit-on mettre les arbres, à quel endroit sont-ils auront-ils le plus d'impact. Puis, dans le cas des sites, disons, plus minéralisés, centres commerciaux et compagnie, c'est clair que là, il y a un travail à faire. Notre réglementation a évolué. Maintenant, on exige du 40% quand les arbres sont matures, effectivement, au niveau de la canopée. Mais par contre, dans les zones résidentielles qui ont d'autres végétaux, ou peut-être les autres chaleurs sont un peu moins grands, ben là, évidemment, est-il nécessaire d'atteindre des seuils de la sorte 30 ou 40%? Je ne crois pas. Bien, parfait. Je pense que je vais fermer cette question-là parce que je pense que on a presque un consensus. Je pense que l'idée du fameux... Oui. Oui, moi aussi, j'aimerais rajouter. Virginie, tu voulais... Ça va être vite. Je voulais juste dire que moi, le 40%, là, je l'avais surtout retenu à cause d'un article de Carly Zitter, qui est maintenant à l'Université de Concordia, ou en tout cas qui l'était jusqu'à récemment, et puis qui avait, là je m'excuse, je ne le dirai pas comme il faut, là, mais qui avait montré que l'impact sur le rafraîchissement des températures de surface était maximisé à partir du moment où on arrivait à 40% à l'échelle d'un bloc. Le bloc, là, je ne sais pas... des coins de rue, là. Mais bref, c'est juste ça que je voulais dire. Donc, en haut de 40%, il y avait presque plus d'effet. Donc, il y avait vraiment une augmentation linéaire avec un plateau, c'est ça? Vers 40%. Je m'excuse, je n'ai pas l'article sous les yeux, là, mais c'est ce que j'ai retenu, là, que c'était si on voulait maximiser l'effet rafraîchissant, il fallait arriver à 40%. Intéressant. Oui, moi aussi, j'ai entendu ça entre les branches, ce chiffre-là. Mais je voulais juste dire qu'il y a quand même de plus en plus de travaux qui montrent que toutes les essences, puis j'irais même jusqu'à dire tous les cultivars ne sont pas égaux. Si le but, c'est de réduire les îlots de chaleur. Alors, si on veut planter X 1000 arbres, mais que les arbres sont des érables... érables de Norvège, peut-être qu'on n'aura pas le goût pour d'autres raisons, mais disons des cultivars qui sont fastigiés, colonnaires. En termes de réduction des îlots de chaleur, je pense que c'est un petit peu raté. Ou aussi, on a des arbres comme par exemple les féviers d'Amérique qui ont un feuillage très, très léger. Ça a des avantages pour faire croître de la végétation en dessous. C'est très joli, mais en termes d'îlots de chaleur aussi, c'est moins intéressant. Et fait qui vient encore plus complexifier les choses, c'est que si on a une canopée continue qui ne laisse pas remonter la chaleur la nuit, ben là, on pourrait se trouver à capter la chaleur aussi durant la nuit. Donc, c'est pas mal complexe et c'est pour ça qu'un 40%, ben
faut réfléchir où on l'implante, puis qu'est-ce qu'on implante, avec quelle composition spatiale, si je peux dire. Tout ça a de l'importance. Oui, merci beaucoup. Donc, je vais passer à ma deuxième question. En fait, c'est une question qu'on avait déjà débattue, là, mais qui est toujours d'actualité. C'est la fameuse question des espèces indigènes versus exotiques en milieu urbain. Il y a des gens qui suggèrent qu'on devrait essayer de maximiser la plantation d'espèces indigènes et d'éviter les espèces exotiques. Et je pense que la raison première, c'est d'éviter d'avoir des espèces envahissantes. Là. Quand on parle d'arbres, on peut parler là, de l'érable de Norvège. Hein. Vous savez que c'est une espèce qui a tendance à envahir les boisés autour des villes, là où il a été planté. Il est très agressif et aurait même tendance à remplacer l'érable à sucre. Et je me demandais s'il y a un consensus aujourd'hui à savoir quels seraient des critères qu'on pourrait utiliser pour dire oui, on va planter certaines espèces exotiques ou non, on ne va pas planter des espèces exotiques. Est-ce qu'il y a des espèces ou des types d'espèces qu'on devrait éviter? Donc, j'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus. Ben, moi, j'aimerais intervenir là-dessus dès le début, si je peux me permettre rapidement. Premièrement, moi, je fais débattre mes étudiants de cette question-là dans les cours parce que c'est encore pertinent. J'aimerais apporter des éléments additionnels aussi. C'est que la notion même d'indigène, on comprend que c'est une construction sociale quand même. Et quand on voit que si on va sur le site de Vascan, pour ceux qui le connaissent, indigène, on dit qu'au Canada, c'est avant la colonisation et que si on va sur le Botanical Society of Britain and Ireland, on dit que indigène, c'est ce qui était avant la glaciation dans les îles britanniques. Je pense qu'on comprend que la notion d'indigène, faudrait peut-être qu'on s'aligne puis qu'on dise après la glaciation. Je pense que ça serait plus correct, d'une part. Et le fait de dire qu'on doit planter des espèces indigènes parce que c'est mieux adapté au milieu, bien ça, on sait tous que c'est pas vrai parce que le milieu urbain est très différent. Évidemment, je pense que le seul argument valable, c'est de dire c'est un principe de précaution pour éviter d'amener des espèces exotiques envahissantes. Mais en même temps, on a un devoir de verdissement, de couverture végétale, puis il faut dire qu'il y a beaucoup d'espèces exotiques qui sont pas mal bien adaptées au milieu urbain. Donc, non, le débat n'est pas clos, c'est tout. Donc, Daniel, là, tu nous dis qu'il faudrait quand même y aller avec des espèces exotiques dans certains cas, puisqu'ils sont bien adaptés et pourraient nous aider. Donc, je pense que j'ai vu Virginie qui a levé la main. Bien, moi, j'y répondrai à cette question-là sur deux plans. Je pense que c'est important de distinguer quand on est en rue, quand on est en milieu très, très urbain, puis quand on est en milieu naturel, même si on est en milieu urbain, mais qu'on est en milieu naturel, qu'on est en forêt, si on veut, là, mais tu sais, à l'intérieur du périmètre urbanisé. Puis, je pense que, en tout cas, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont très, très pro-indigènes en milieu pour des arbres de rue, puis pour en milieu très urbanisé. Je pense qu'il faut vraiment aller chercher tout ce qu'on est capable d'aller chercher de ce qui est capable de bien résister au stress urbain dans la mesure où ce n'est pas envahissant là, à l'extérieur. Puis je pense que c'est assez consensuel, ça. Sauf si on est très, très près de milieux naturels ou de milieux qui sont sensibles. Par contre, puis ça, Christian, je te précède peut-être dans tes questions, mais en milieu naturel, nous, ce qu'on a décidé de faire, à part pour le noyer noir qu'on utilise en remplacement du noyer cendré, mais on a décidé dans le milieu naturel de n'utiliser que des espèces indigènes quand on fait du reboisement. Puis, ça peut porter à flanc cette approche-là parce que on réutilise des compositions classiques, si on veut, puis peut-être qu'on se diversifie peut-être pas assez par rapport aux nouveaux envahisseurs, au stress qui viendront, changement climatique et compagnie. Mais on a une approche, en tout cas moi j'ai une approche où je joue sur les distributions, je joue sur les proportions d'espèces qu'on va aller reboiser.
Donc, j'ai l'impression, puis en milieu naturel, je pense que c'est un peu comme ça partout aussi. Là, on fait très, très peu d'interventions. On n'a pas d'objectif de productivité ou de production de bois. Fait qu'on laisse la végétation spontanée revenir beaucoup aussi. Donc, les espèces pionnières qu'on ne plante peut-être pas nécessairement, mais qui vont nécessairement revenir sur les sites qui ont été perturbés. Puis, donc, ça ajoute à la diversité du potentiel de résilience. Puis, ça fait en sorte que comme on ne fait pas de sélection d'espèces par la suite, bien, les espèces les mieux adaptées, il va y avoir une diversité puis une composition qui va permettre de répondre à différents stress qui pourraient venir par la suite. Ouais, merci Virginie. Peut-être une petite question rapide. Par exemple, près d'un boisier naturel comme le bois Salagué que j'ai visité récemment, est-ce que tu éviterais de planter des espèces exotiques autour dans les rues adjacentes, jusqu'à quelle distance ou pas vraiment? Au schéma d'aménagement de la Ville de Montréal, c'est prévu que c'est, je crois que c'est 100 mètres de buffer, de périmètre, avec une liste d'espèces qu'on sait envahissantes. Je planterais quand même, si on est en milieu urbain, je planterais quand même des espèces qu'on sait qui ne sont pas envahissantes, qui sont exotiques, mais pas envahissantes. Mais c'est ça, on respecterait le 100 mètres. Merci. Ghislain. Oui, bien en fait, je pense que c'est important de voir aussi les espèces exotiques comme un outil dans le coffre à outils. Puis en fait, c'est qu'il ne faut pas le surutiliser, mais ça fait partie de ce qu'on a besoin à avoir en milieu urbain très dense, parce que aussi, il ne faut pas oublier que je regarde les municipalités qui sont autour de la table, puis on se bat tous auprès d'à peu près tous les mêmes fournisseurs de végétaux. Puis à un moment donné, il y a une limite à la disponibilité actuelle aussi. Puis ça, il ne faut vraiment pas la sous-estimer, qui fait que bien, souvent, l'exotique fait partie des choix qu'on utilise, mais en milieu très dense, moins proche des milieux naturels, mais ils atteignent plein d'autres objectifs. Souvent, c'est des croissances rapides, souvent, sont mieux adaptés aussi à des fosses, soit en sylvocèle, en Q-sol. Donc, tout ce qui est génie végétal, des fois, bien, ces espèces-là sont très adaptées à des milieux qui seraient inertes aussi pour d'autres types de végétaux. Fait que nous, on le voit vraiment comme un outil, mais il ne faut pas l'utiliser partout et à grande échéance. OK, mais on a presque un consensus. Maintenant, on va voir avec Michel. Je voudrais aussi ajouter mon grain de sel, mais c'est vrai que quand on parle d'espèces exotiques à des citoyens ou à des gens qui sont moins connaissants, ils ont l'impression que c'est des espèces dangereuses ou d'OGM. Souvent, on a posé la question, est-ce que vous mettez des espèces exotiques dans vos sols, dans vos plantations? Et puis, ce sont majoritairement des espèces exotiques avec lesquelles on travaille, parce que là, on a un besoin d'aller chercher la meilleure espèce qui produit plus de biomasse puis qui répond mieux à des conditions comme celle-là. Donc, je crois qu'il y a un côté éducation à faire autour de ces espèces-là. Quand on dit que les espèces exotiques, c'est aussi des ginkgos, c'est aussi des érables de Norvège, c'est aussi des arbres qui peut-être l'érable de Norvège, encore une fois, n'est pas le meilleur exemple, mais il y a beaucoup d'espèces exotiques plantées en arbre urbain qui vont extrêmement bien. Les érables Ginala qu'on aime beaucoup parce qu'ils ont un petit développement, qui font une belle couronne, etc. Il y a de l'éducation à faire autour de cette question-là, certainement. Et en milieu urbain, moi, je n'ai pas beaucoup de scrupules à privilégier les espèces les meilleures, d'autant que ce qu'on cherche à voir, c'est de la diversité qui répond à toutes sortes d'autres problèmes créés quand on manque de diversité. Puis le choix des arbres en ville est assez restreint. Alors, quand on parlait tout à l'heure de pollen allergène, bien, plus on aura une grande diversité, moins il y a une concentration de pollen d'une même espèce qui crée souvent des problèmes d'allergie saisonnière. Et si tu te permettrais de peut-être une petite question, est-ce que tu ferais une différence entre exotique nord-américaine ou exotique européen, asiatique ou pas du tout? Je parlais du ginkgo, alors je dirais presque pas. Je crois que je serais assez ouvert. C'est sûr que notre préoccupation, c'est est-ce qu'il y a un risque d'envahissement, est-ce qu'il y a un risque de croisement avec d'autres espèces indigènes. Ce sont des soucis dont on doit être conscient, certainement être au courant. Là. Mais non, je n'aurais pas tellement d'objection à ce qu'on utilise même des espèces d'origine asiatique. Parfait. Qui sont Merci. Alain? On est inclusif. Je vais me retrouver dans la position bizarre de celui qui va prendre la défense des espèces indigènes. Habituellement, comme je ne suis pas en désaccord avec ce qui a été dit, au contraire, je pense, mais
D'une part, je pense qu'on n'a pas le choix parce que c'est ça qu'on a, on l'a dit, hein, qu'est-ce qu'il y a disponible. Puis si on se limite aux espèces indigènes présentement en ville, on irait directement vers une catastrophe qu'il faut absolument éviter. Ça, je pense que c'est évident. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est parfait et ça ne veut surtout pas dire qu'il faut s'enligner non plus sur la paresse. Et donc, je voulais parler de deux choses avant de parler de paresse. Il ne faut pas oublier aussi que nos arbres, une inquiétude peut-être que j'ai, puis c'est juste une inquiétude, là, pour l'instant, ça relève de l'étude, mais les arbres sont comme nous, hein? Les arbres ont un microbiote extrêmement important et est-ce que les arbres exotiques sont capables de supporter un microbiote intéressant, le même? Est-ce que ce microbiote-là, est-ce que les micro-organismes qui vivent avec sont importants pour leur santé, pour la santé de l'écosystème urbain, pour notre santé aussi, nouveaux champs de recherche. Donc ça c'est des inquiétudes qui m'apparaissent valables, auxquelles il faut s'intéresser. Après, la réaction à ça n'est pas de dire on va arrêter de planter des exotiques, c'est impossible et ça serait pas bon pour la plupart des autres services écosystémiques. Par contre, j'en viens à la paresse. On l'a mentionné, la disponibilité des espèces, etc. Une des raisons pour lesquelles on va vers les exotiques, c'est qu'on se fie sur des cultivars qui ont été développés ailleurs, qui sont adaptés au milieu urbain. Mais pourquoi on n'a pas pris le risque, nous, d'en développer aussi des cultivars à partir de nos espèces, des espèces indigènes d'ici? Et ça, on ne peut pas demander aux pépiniéristes de prendre ce risque-là. C'est un risque financier bien trop important et c'est des années de développement avant de créer Michel a parlé des cultivars de saules. Qu'est-ce qui a motivé le développement de ces cultivars-là? Il y a certainement eu un appui au développement de ça, un appui public. Je pense que ça là, c'est une grosse lacune. De façon générale, on a besoin de développer de nouveaux cultivars, de nouvelles espèces, puis c'est pas vrai qu'on n'a pas un potentiel intéressant en Amérique du Nord. Je veux dire, à cause de la glaciation, justement, Daniel, on a plus d'espèces qu'en Europe, tu sais. Donc, comment on ne serait pas capable de développer des cultivars adaptés au milieu urbain à partir de nos espèces? Il faut juste qu'on se donne les moyens d'y arriver. Merci Alain. Puis juste ajouter à ce que tu dis, j'ai une collègue que vous connaissez probablement, Sandy Smith de l'Université de Toronto, entomologiste, qui a étudié la diversité des insectes sur des espèces exotiques versus indigènes. Excusez-moi. Et de ce que je me souviens d'avoir lu, c'est que les espèces exotiques n'avaient pas les mêmes insectes que des espèces indigènes, donc ne favorisaient peut-être pas le maintien de la même diversité d'insectes, et Alain parlait du microbiote, bactéries, champignons, etc. Donc, il y a peut-être des inquiétudes ou en tout cas des choses à évaluer là, si on veut que nos arbres en milieu urbain puissent maintenir aussi une biodiversité indigène. Daniel voulait ajouter quelque chose. Moi, plusieurs choses. Sur la question du microbiote et du sol, je ne prétends pas du tout être spécialiste de ça, mais des recherches qui ont été faites en agriculture, puis même une recherche assez récente sur les toits verts, montre que, en tout cas, il y a des propagules qui arrivent sur les toits verts et sans doute portées par l'air, donc c'est pas nécessairement lié aux végétaux. Et dans les recherches qui avaient été faites en agriculture, il y en a certains qui montraient que le microbiote était vraiment lié même aux cultivars utilisés, puis d'autres qui disaient que c'était lié au sol. Donc, je pense qu'il y a pas un consensus, puis effectivement, on doit faire encore beaucoup de recherches là-dessus. Pour ce qui est des recherches sur les cultivars, en horticulture, on faisait beaucoup de recherches au Canada. Hein. En fait, la pépinière de la Ville de Montréal, c'était une ancienne station de recherche sur le tabac, mais ensuite qui a développé plusieurs cultivars, entre autres de rosiers et tout. Et le gouvernement fédéral a coupé la recherche sur les cultivars. Et pire que tout, on a du mal en horticulture ornementale à obtenir des fonds dans les grappes horticulture ornementale, disons, dans une grappe d'horticulture ornementale auprès d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Donc, je pense qu'on a du travail à faire. Vraiment, parce que ça serait intéressant. On sait que les Américains ont développé plein de cultivars d'ormes résistants à la maladie hollandaise de l'orme. Ça a été fait dans les universités, je pense. Je ne sais pas qui a financé, mais c'est clair que oui, on pourrait faire beaucoup plus de travail là-dessus.
Parfait. Merci. Je pense que c'est quand même assez intéressant. Je vais passer à une autre question, peut-être une question un peu plus difficile, mais je dirais que je commence à me familiariser avec les réglementations municipales en ce qui concerne les arbres et je m'aperçois de plus en plus que ça varie beaucoup d'une municipalité à une autre et je me demandais, selon vos connaissances, si vous aviez à changer une réglementation ou des réglementations pour favoriser justement l'augmentation d'espaces verts, des arbres, qu'est-ce que vous aimeriez proposer? En fait, la question, c'est y a-t-il des réglementations qui défavorisent ou qui empêchent l'augmentation du couvert végétal ou même qui favorisent sa diminution et sur quelle réglementation qu'on devrait jouer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait aborder cette question-là? Je peux peut-être me lancer? Oui, merci Emmanuel. C'est ça, nous, en fait, on a fait une revue un peu de toutes les réglementations d'arrondissement récemment en lien avec la question du verdissement, de la plantation et plus largement de la transition écologique. Puis ça a vraiment mis en lumière le fait qu'il y a une grande diversité de réglementations dans les 19 arrondissements. Certains ont un ratio de plantation en arbre par X mètres carrés, d'autres parlent de canopée. Donc, on a comme on voit qu'il y a on n'a pas d'uniformité dans les réglementations actuellement. C'est sûr que je pense que de parler plus de canopée dans nos réglementations, de pourcentage, puis on revient à notre première discussion, mais que d'avoir un ratio de nombre d'arbres par superficie pourrait être intéressant à développer, à creuser. En particulier, je pense dans la question des stationnements, d'avoir sur nos terrains de stationnement et les aires de stationnement une atteinte obligatoire d'une couverture en matière de canopée. C'est un élément qui nous permettrait de faire des gains et des bons intéressants en matière de verdissement. Il y a la question, puis là c'est comme un enjeu, je pense, qui touche d'autres sujets aussi, mais toute la question de la différence entre l'existant et la nouvelle construction. Donc, c'est sûr qu'on a souvent les réglementations portent. En fait, on a le levier plus fort sur une nouvelle construction que sur une mise à niveau d'une construction existante. Puis, c'est là qu'on voit un peu qu'on est pris, même dans l'atteinte de nos objectifs, si on regarde les grands stationnements sur lesquels on a peu de levier, s'il n'y a pas de travaux, si le propriétaire n'a pas la volonté de faire des interventions. Donc, il y a comme cette réflexion-là, puis je n'ai pas la réponse là sur cette... comment est-ce qu'on amène, en fait, comment on peut faire des gains aussi sur les terrains existants. Puis peut-être, dernier point sur la question de la survie puis du suivi. Je pense qu'on a encore cet enjeu-là de, oui, j'ai planté l'arbre ou il y a eu un abattage, j'ai replanté suivant la réglementation, mais après, est-ce que les municipalités ont la capacité de repasser quelques années plus tard, voir si l'arbre est toujours en vie, si les conditions sont là pour la pérennité. Donc, voilà quelques éléments pour lancer la discussion. Parfait. Je pense que j'avais Ghislain. Ben oui, en tant que représentant d'une municipalité, ça va me faire plaisir. Oui, Emmanuel. J'avais espéré qu'il y a quelqu'un d'une municipalité qui se mouille. Bien, je vais me mouiller avec grand plaisir de peut-être par ma formation multidisciplinaire. Ce qu'Emmanuel a amené, c'est fort intéressant. Puis je vais amener complètement un autre côté. En fait, je vais appeler ça les règlements urbanistiques connexes qui n'ont rien à voir avec l'arbre, mais qui ont un impact majeur en réalité. Le premier, entre autres, c'est le pourcentage de cases de stationnement obligatoire avec la construction des bâtiments. Il fait que souvent, l'espace y est dédié. Donc, on vient à la compétition entre l'arbre et le stationnement. Puis d'ailleurs, un des éléments qui me fait beaucoup rire et qu'on a modifié dans les dernières années, c'est entre autres les grands centres, magasins de meubles. En fait, avec la superficie du bâtiment, quand on calcule la superficie de stationnement qu'ils ont besoin, c'est complètement hallucinatoire, ce qui fait, mais qu'en réalité, qu'il n'y a pas plus de 30 personnes au même moment dans le magasin. Fait qu'il faut jouer sur ces usages-là. L'autre élément qu'on ne voit peu, c'est les marges de recul. Ça, c'est l'autre chose. De plus en plus, on avance les bâtiments en marge de rue. Ça fait plus urbain, ça fait plus... Mais ça, c'est tous des sites qui se mettent à disparaître. À l'inverse, si le bâtiment y est reculé, on autorise l'empiètement des stationnements souterrains. Donc, dès le premier niveau, même si c'est vert au-dessus, en dessous, c'est le stationnement qui est là.
Ce qui fait que c'est tous des sites qui ne peuvent pas être plantés, mais pourtant, ce n'est pas des règlements en lien avec l'arbre, c'est d'autres règlements qui viennent en contradiction. La même chose sur l'autorisation des porte-à-faux. Les bâtiments de plus en plus qui, après le premier étage, surplombent l'espace public, ont tous des effets. Et bien sûr, le pourcentage d'air vert qui accompagne. En plus des marges de recul, comment qu'on doit garder d'espace vert? Puis cet espace vert-là est-elle d'un seul tenant? Parce que je peux vous montrer un paquet de projets qui ont atteint le pourcentage d'air vert, mais c'est une bande de 50 cm par 70 mètres de long, le long, et pourtant ils sont conformes. Mais aucun végétaux ne va jamais y pousser. Et le dernier, non le moindre, c'est le déneigement. Ça apparaît pas, mais souvent, ces espaces-là sont utilisés pour emmagasiner la neige qui a un autre grand impact. Fait qu'il faut modifier aussi notre réglementation au niveau du déneigement. Fait que pour moi, c'est les gros volets hauts qu'on n'avait pas abordés en complément d'Emmanuel. Ben, merci, Ghislain. Puis ça démontre probablement qu'on aurait besoin de spécialistes de l'arbre ou des milieux verts dans plusieurs autres je dirais, organisations à l'intérieur de la ville pour s'assurer que quand il y a un nouveau règlement, que ce règlement-là ne défavorise pas justement l'implantation de milieux verts. OK. Michel. Merci. Moi, pas règlement, mais pratique, je pense que je souhaiterais peut-être, auquel je pense qu'on devrait réfléchir, c'est les arbres en trottoir que l'on plante presque systématiquement dans les centres-villes. Et je ne suis pas certain que ce soit la meilleure pratique et qui donne les meilleurs résultats. Un arbre planté dans des endroits commerciaux au centre-ville est toujours en conflit avec quelque chose, les enseignes, les commerçants, les infrastructures souterraines, ce qui fait qu'on essaie de concilier quelque chose qui est finalement assez difficile. Et je me demandais, comme la rue Sainte-Catherine à Montréal, par exemple? Oui, mettons, ou d'autres rues commerciales dans le monde. Je me suis toujours dit, est-ce qu'il ne devrait pas avoir une pratique les arbres sont grégaires après tout, d'avoir des carrés, des espaces réservés à des communautés d'arbres, diversifiés idéalement, mais qui apportent les bienfaits d'une canopée, mais non pas distribués avec des arbres chétifs qui finissent par mourir au bout de quelques années, mais plus des zones obligatoires de coloniser ou de réserver des espaces en milieu densifiés là, ou commerciaux à des espaces verts. Et plutôt que de se donner bonne conscience en disant de planter sur cette rue-là 200 arbres, mais quand tu regardes la productivité annuelle de ces arbres-là, puis leur effet sur l'environnement, c'est pas grand-chose. Le taux de survie est très faible. Très bon point. Merci, Michel. Daniel? Oui. Daniel, je m'excuse. Ça va être très bref. Daniel, à toi. Oui, ça va être très bref, en fait, puis je vais céder la parole à Daniel après. C'est juste pour dire que ce n'est pas un règlement d'urbanisme, mais c'est un objectif. On parle souvent de densification puis de redensifier les villes dans les milieux bâtis existants, mais c'est sûr qu'on est en pleine compétition de l'espace urbain entre est-ce qu'on verdit, est-ce qu'on rajoute une autre portion de maison ou donc ça c'est des compromis puis des réflexions à faire mais qui jouent. Parfait. Alain? Oui, sur un autre plan, sur le plan de la diversification puis du développement de cultivars dont on a parlé tantôt, un frein majeur, c'est ce discours de sourd que j'ai entendu tellement de fois quand on parle de diversification. Combien de fois j'ai entendu un peu à la blague, hein, on s'entend, c'est plus compliqué que ça, mais les villes me disent, nous, on est pris pour acheter ce qui est disponible chez les pépinières. Puis quand je parle aux pépiniéristes, vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent, nous autres, on produit ce que les villes veulent nous acheter. Mais là, on a un petit problème. Et le petit problème, quelqu'un me l'a nommé l'autre fois, a inventé un nouveau verbe, il faudrait que les arbres soient pétillisables. C'était-tu toi, Virginie, qui m'a dit ça? Je me souviens plus. Mais ça, c'est un gros enjeu. Le fait que l'achat des arbres par les municipalités ne relève pas des mêmes choses que d'autres objets ou peu importe, d'autres investissements, et les oblige à faire des achats toujours à la dernière minute, ça aide pas là, au niveau de la diversification. Et donc, moi, je dis souvent, il va falloir qu'on développe un langage commercial ou autre contractuel entre les villes et les pépiniéristes pour que les villes puissent prendre
des engagements envers les pépiniéristes, c'est de dire voici une liste pour les prochains 5 ans ou 10 ans de ce que j'aimerais avoir. Qu'est-ce que tu peux me produire par rapport à ça? Et là, le pépiniériste se retrouve dans une situation beaucoup plus confortable où il sait qu'il va pouvoir prendre des risques et développer des choses et ensemble, on pourra augmenter la diversité. Ça, bon, dans ma grande naïveté, je me dis que c'est quelque chose qui pourrait être facile à changer, là, mais évidemment que ce n'est pas si facile. Mais bon. OK, merci Alain. Emmanuel, tu avais déjà parlé, donc je pense que je vais passer la parole à Daniel, mais je vais revenir à toi, Emmanuel. Je vais faire deux liens par rapport à ce que Alain vient de mentionner. En fait, jusqu'à récemment, nous aussi, on nous disait qu'on ne pouvait pas mettre ça dans le PTI, mais maintenant, ça passe dans le PTI. Je sais que d'autres villes également le font maintenant. Mais les PTI, c'est quand même des plans triennaux d'immobilisation, donc c'est quand même un horizon de 3 ans. Ce n'est pas un investissement sur 5 ou 10 ans. Donc, oui, dans les faits, c'est un des outils d'ailleurs fort intéressant parce que l'arbre, on peut le voir comme un investissement. Et l'arbre, quand on le passe dans un budget d'opération, ou même la lutte au nerf brun et compagnie, dans le budget d'opération, ça fait mal. Alors que dans les faits, il y a des bénéfices qui sont sentis sur 10, 20, 30 ans. Donc, c'est tout à fait pertinent de le mettre dans un plan triennal puis d'absorber ça avec éventuellement un emprunt. Si on paye au comptant, tant mieux. On est riche, mais sinon, c'est un emprunt. Donc, bonne nouvelle, effectivement, on peut absorber la dépense de cette façon-là. Je vais faire le pont avec la question sur la réglementation. Emmanuel a bien mis la table tout à l'heure. Justin aussi a complété avec des éléments plus pointus. Il demeure, nous, on a fait la refonte du plan d'urbanisme et la réglementation associée récemment. On a imposé des fosses de plantation, on a imposé de la diversité dans les arbres, on a imposé dans certains secteurs une canopée, dans d'autres un nombre d'arbres. Mais tout ça, en fait, le trigger, où en fait, on intervient quand il y a une action de la part du citoyen ou d'entreprise. Si le citoyen va abattre son arbre, on a des articles de la réglementation pour intervenir, bloquer ça ou cadrer l'abattage et le reboisement nécessaire. Dans le cas d'aménagement de terrain, on a encore là des outils. Mais dans tout ce qui est l'existant actuellement, il n'y en a pas. Il y a un trou. Donc, par exemple, si vous avez 50% des résidences qui ont une trouée en façade, qui n'a pas d'arbre, il n'y a pas d'article ou d'outils actuellement pour une mise à niveau, effectivement. Donc là, la question qui se pose, je ne sais pas la réponse, c'est que les villes ont également le pouvoir de réglementer en matière d'environnement. Et ça, c'est un pouvoir qui est relativement peu exploité encore. Est-ce qu'on ne peut pas fonctionner avec un règlement qui n'est pas un règlement d'urbanisme, mais un règlement d'environnement pour cadrer justement, pour refaire cette mise à niveau-là pour des arbres en façade ou amener un niveau de canopée souhaité dans certains secteurs? C'est peut-être une avenue à explorer. Oui, intéressant, merci. Emmanuel, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en complément, puis sur un autre aspect, je pense qu'on le voit, il y a beaucoup de pression sur des espaces verts qui sont non zonés conservation ou espaces verts justement, mais qui ont souvent des canopées importantes. Puis là-dessus, il y a comme aussi des choses à faire pour éviter d'être toujours un peu en retard sur ces dossiers-là où on apprend que le propriétaire a décidé que c'était le bon moment pour développer. Puis là, on voit que c'était le seul point vert d'un secteur. Donc, il y a aussi la réglementation et les outils en fait, que les municipalités peuvent adopter pour assurer la protection de ce qui existe déjà aussi, même si à l'heure actuelle, ce n'est pas inscrit comme tel dans les outils de planification. Puis on le voit sur les golfs, entre autres, dans la région de Montréal, là, où certains golfs ont des zonages industriels. Donc, on a ces enjeux-là à prendre en considération parce que protégeons l'existant aussi, ça va nous aider. Oui, un point intéressant. Merci. Ghislain? Oui, peut-être juste en complément par rapport aux investissements puis aux pépinières, là, en effet, même nous, on est rendu sur un PIQ maintenant, un plan quinquennal d'investissement. On a réussi de passer du 3 au 5, mais ça nous permet d'aller en pré-achat. Donc, on achète aujourd'hui pour une production en 2023, 2024, 2025, ce qui fait qu'on partage le risque financier avec le pépiniériste. Ce qui est intéressant, puis ça permet justement, comme Alain le présentait, mais oui, c'est possible, mais avec les services d'approvisionnement, ça nécessite quand même quelques démarches. Parce que l'argent, même si elle est planifiée, elle peut toujours être coupée. Tant qu'elle n'est pas dépensée dans le monde municipal, elle pourrait disparaître à l'année. Donc, on a quand même une marge de manœuvre, mais elle est limite. À un moment donné, tu ne peux pas t'auto-endetter au-delà de ta carte de crédit, comme on dit. Puis, ça, c'était le premier élément que je voulais amener. Puis le deuxième élément, on parle beaucoup de règlement, mais on parle peu de sensibilisation. Parce que rien n'empêche un citoyen, un développeur ou n'importe qui d'être au-delà de la norme. Puis ça, on met peu d'emphase là-dessus sur plutôt un accompagnement du côté positif plutôt que répressif. Est-ce que tu le vois souvent, ça, que les gens vont au-delà de la norme?
On en a, il faut que ça soit ce que j'appelle des projets signatures. C'est des projets qui ont besoin d'une marque ou d'une acceptabilité. Puis je reviens à ma conférence de tantôt avec le citoyen. Souvent, c'est là en amont de ces projets-là où ce que les citoyens s'expriment et participent à la vie démocratique qui peuvent avoir un effet hyper bénéfique sur les futurs projets de leur milieu. Ou c'est quand une entreprise corporative avec une marque qui souhaite maintenir. Là. Mais ce côté-là, on l'utilise peu. On est beaucoup souvent sur le règlement, mais très peu sur qu'est-ce qu'on peut être positif et faire valoir les bons coups. Tout à fait. Merci. Virginie? Plusieurs éléments, là, je vais essayer de faire ça vite. Nous autres, on est rendu à un PTI, un PDI, c'est-à-dire un plan décennal d'investissement. Wow. Puis c'est vrai, Alain, là, que jusqu'à récemment, on a eu beaucoup, surtout avec la grille du frein, là, il a fallu investir massivement pour planter des arbres puis remplacer les freins, tout ça. Puis il a fallu faire valoir que les arbres, c'est des actifs, comme un banc de parc, comme un égout, Puis je pense que là, c'est compris d'un point de vue financier, d'un point de vue comptable à la ville, mais la prochaine étape, c'est vraiment ça qui va être important pour la pérennité des arbres, c'est que ça devienne des actifs dans l'esprit de tout le monde, puis que ça devienne des infrastructures vertes qui sont aussi valables qu'un égout ou qu'un réseau de télécommunications, ou bref, c'est difficile pour des ingénieurs ou toutes sortes de corps de métier d'accepter que quelque chose qui est vivant, qui bouge dans le temps, qui se transforme, qui a besoin d'entretien comme un banc de parc ou un camion, là, puisse être un actif, mais c'est vraiment avec cette... dans la gouvernance, là, avec cette idée-là qu'on va être capable de faire avancer les choses. Ensuite, nous, on est chanceux à la ville parce qu'on a une pépinière. Puis, ça nous permet de faire, Daniel en parlait tantôt, là, maintenant, ça a une vocation de production des arbres. On a à peu près le tiers de nos arbres qu'on plante à Montréal là, qui proviennent de la pépinière. Fait que ils peuvent tester des choses, des nouveaux cultivars, des nouvelles espèces. Donc, on a cette chance-là. Puis vite, pour répondre à Michel de tantôt à propos des petits squares ou des petits espaces, on voit que ça devient de plus en plus une idée qui risque d'être concrétisée dans des quartiers en développement ou en redéveloppement, mais où on part de loin, là, des écoquartiers, où on part de secteurs industriels pour les transformer. C'est plus difficile à faire dans des milieux qui sont déjà bâtis. Mais par contre, on a beaucoup travaillé avec des ingénieurs, notamment avec des ingénieurs en ponts et tunnels, pour créer puis pour faire accepter aux ingénieurs de faire des fosses qui sont agrandies en dessous du trottoir, donc où on a le même petit carré d'arbres, mais avec des volumes intéressants là, pour les arbres, puis qui sont parfois connectés entre eux. Donc, il y a quand même... on est en rue, mais il peut quand même y avoir certains échanges là, au niveau racinant. Oui, Virginie, juste poser une question. J'entends souvent le problème des ingénieurs, hein, on pourrait presque dire des maudits ingénieurs. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour les sensibiliser? Y a-t-il une façon de faire? Est-ce qu'il y a des cours qui se donnent à l'université pour les futurs ingénieurs pour les sensibiliser à ce qu'on appellerait des infrastructures vertes? Aurais-tu des solutions? Avez-vous des solutions à la Ville de Montréal? Je ne peux pas te dire au niveau de la formation à l'université, par exemple. Là, moi, je me fais un devoir d'aller dans les cours, par exemple, de Daniel ou de M. Cassis en aménagement. Parce que on parle des ingénieurs, là, mais c'est pas parce qu'ils veulent mal faire. Là, c'est des ingénieurs, c'est des architectes du paysage. Ils n'ont pas les connaissances. Ouais. Puis très souvent, un arbre, là, ça arrive à la fin du processus. Là. C'est du verdissement, c'est du joli, c'est de l'esthétique. Alors qu'on lutte pour l'espace aérien, on lutte pour l'espace souterrain dans un contexte où on est très, très contraint. Fait que c'est super important de planifier en amont. Mais là, j'arrive avec mon programme de déminéralisation là, qu'on a mis en place. Puis, tu sais, c'est vraiment pas juste... On ne travaille pas en ville avec juste du biophysique. Là. On travaille vraiment beaucoup avec des cadres de métier, des humains, un cadre de gouvernance. C'est beaucoup ces éléments-là qui sont très contraignants. Puis moi, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où on explique, puis on explique nos besoins,
les ingénieurs ont beaucoup d'écoute, puis sont capables d'intégrer, mais il y a un roulement, puis il faut toujours réexpliquer, puis ça vient de nous, mais il faut que ça vienne aussi d'en bas avec des objectifs très ambitieux, là, comme les 500 000 arbres dont vous avez peut-être entendu parler à Montréal. Là, ben, ça ne se plantera pas tout. Il va falloir en planter en milieu très, très urbain, dans des milieux minéralisés, puis plus on en fait, plus ça fait des petits parce qu'on démontre que c'est possible de le faire, mais ça coûte plus cher. Merci. J'ai encore 3 intervenants. Je vais vous demander d'être plutôt bref parce que j'aimerais ça peut-être poser une autre question avant qu'on ouvre le débat à tout le monde, là, mais je pense que j'avais Daniel. Daniel, je vais faire un petit peu du pouce aussi sur ce que Ghislain disait tout à l'heure. J'étais content d'entendre une préoccupation par rapport à la sensibilisation de l'information. Dans les faits, on voit ma réalité à Boucherville, une petite ville de 43 000 habitants, ce n'est pas celle de Montréal et de Québec, qui sont des monstres administratifs par rapport à ce que nous, on connaît. Et puis le contact qu'on a avec la population, il est très, très direct. Par conséquent, dans de nombreuses villes de moyenne ou de petite taille, l'application réglementaire, c'est pas parce qu'il y a un règlement qui est nécessairement appliqué. Donc, dans un contexte commercial industriel, souvent, on va être un peu plus sévère. Quand on tombe avec les citoyens, c'est un peu plus difficile. Donc, à défaut d'avoir une approche mordante du côté citoyen, le seul moyen de faire en sorte qu'on avance, c'est vraiment par l'accompagnement et la sensibilisation. Puis là, je fais le pont. Donc, c'est extrêmement important d'avoir ces activités-là de communication, mais on ne peut pas être seulement dans du rationnel. Le rationnel, l'argumentaire, ça a ses limites. Il faut aller vers le cœur. Et puis, c'est un peu ça l'objectif qu'on a des fois, nous, avec des activités dans les écoles. Actuellement, on finance ça dans des écoles qui sont à côté de boisées. L'idée, c'est de sortir des élèves des classes, les amener dans le bois, puis de faire en sorte que la relation à l'arbre, il n'est pas de savoir la liste des services écologiques, c'est de le trouver beau, puis de se l'approprier, l'arbre. Puis ça fait les meilleurs ambassadeurs par la suite. Puis dans un projet, quand l'ingénieur a eu ça, lui, quand il était petit, cette animation-là, puis ça l'a sensibilisé aux arbres, il n'y a pas nécessairement besoin d'y aller avec un rationnel pour avoir le réflexe de protéger l'arbre. C'est déjà un acquis. Donc, c'est important ce volet-là. Là, c'est un investissement à long terme, sensibiliser puis toucher les gens, mais ça fait partie des stratégies qu'on a. Ghislain, rapidement. Et très rapidement, en fait, au niveau des ingénieurs, pour y revenir, 3 manières d'y arriver. Le premier, c'est de les mettre très tôt dans le processus. Nous, on a une équipe dédiée qui s'appelle PAM, là, les projets d'aménagement, puis c'est tous des ingénieurs en génie civil qui nous accompagnent depuis 5 ans dans les projets d'aménagement. Fait que rapidement, ils viennent contaminer, puis après ça, ils contaminent le restant de l'équipe. L'autre élément qui est hyper important, c'est que c'est rare qu'ils veulent couper un arbre. Souvent, ils veulent le protéger, mais c'est par manque de connaissances, ce qui fait qu'on les a justement intégrés dans le champ de recherche sur l'arbre urbain et son milieu, sur le comité scientifique, pour qu'il y ait un plus grand dialogue entre le civil et le forestier, parce que justement, des fois, c'est vraiment plus par manque de compréhension et dans leur tête, ils l'ont protégé, l'arbre. Fait que je pense que c'est beaucoup plus à ce niveau-là qu'il faut intervenir. Christian, je voulais juste dire, j'ai fait un tour dans le chat et il y a des ingénieurs qui nous écoutent qui disent qu'il y en a qui sont bons. Tout à fait. Tout à fait. Merci, Alain. Danielle. En fait, très rapidement, je reviens un peu sur l'idée d'avoir des parcs plutôt que de mettre des arbres sur rue, puis aussi sur ce que je pense que Virginie disait sur la différence entre des quartiers existants et des nouveaux quartiers. Tu te souviens, Alain, il y a un de mes étudiants qui avait travaillé sur Huntsic, et puis on voyait à quel point pour les citoyens, les arbres sur rue, la grande voûte au-dessus des rues, c'était identitaire, c'était vraiment une marque du quartier. Donc ça fait partie des contraintes avec lesquelles on travaille. Et pour revenir sur la formidable pépinière de la ville où j'amène toujours les étudiants, en fait, il faut se dire que pour faire croître, par exemple, un chicot du Canada, ça prend 10 ans de la graine à ce qu'on le livre au calibre qui nous intéresse. Donc, on peut imaginer le temps que ça prend pour évaluer des cultivars si on en développe. La ville, par exemple, fait déjà des semis, choisit les meilleurs sujets. Elle s'en sert pour faire de la greffe parce que la plupart de nos arbres sont greffés, il faut quand même le dire, là. Mais c'est un travail de longue haleine, mais ça n'empêche pas que ça devrait être financé. Voilà. Super. Je vois que les gens ont déjà commencé à poser des questions là, dans la discussion, mais avant de passer aux questions, j'avais une petite question personnelle. Je vous avais préparé à ça.
J'aimerais ça qu'il y en a qui puissent peut-être y répondre, là, mais je suis intrigué si parmi nos panélistes, si je vous demande à quel arbre vous identifiez-vous ou quel arbre vous représente-t-il le mieux? Y a-t-il quelqu'un qui aimerait y aller? Sinon, je vais vous nommer. Je vais débuter. Ah, merci. Oui, je vais merci. suivre, moi. Merci. Ça va être fini après. Ghislain. Original, peut-être pas, mais clairement bien choisi. Je vais y aller avec l'orme d'Amérique, en fait, l'arbre emblème de la Ville de Québec. Un des arbres les plus résilients en milieu urbain. Ouais. Un des arbres que chez nous à Québec fait partie du paysage historique. Il y en a encore plus de 800 à l'intérieur des murs du Vieux-Québec. Extrêmement résilient. Hein? Puis la canopée d'aujourd'hui, c'est ces individus du passé qui sont fortement présents. Puis ça m'inspire que ce qu'on fait aujourd'hui, hein, on essaie de voir dans 5 ans la canopée, mais en réalité, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dans 30, 40, voire 90 ans que ça va être les résultats. Et en forêt naturelle, ils refusent de mourir. Hein? Continuellement. Mais moi, j'avais 2 choix, en fait. Un qui peut sembler étonnant, mais qui est l'amélanchier arborescent, parce que je le trouve très multifonctionnel. Il y a un côté esthétique. Ça touche aussi ma discipline, disons, d'enseignement. Il permet aussi de nourrir la faune. Et puis, nous aussi, on en tire des bénéfices. Et puis, il est intéressant à toutes les saisons. Sinon, j'aurais dit les pommiers et autres arbres fruitiers qu'on n'utilise pas beaucoup, mais pour lesquels il y a beaucoup d'intérêt citoyen, en fait, et qui demandent de l'entretien, mais ça, on pourrait en parler, évidemment. Intéressant. Est-ce qu'il y a un dernier qui voudrait répondre à cette question-là? Puis sinon, on va passer aux questions. Non, personne ne se porte volontaire. Bien, merveilleux. Donc, on va passer aux questions. Est-ce que c'est toi, Benoît, qui nous aide là-dessus? Exactement. Allez, parfait. Donc, est-ce que tu as la liste des questions? Tu veux commencer à les poser? Les questions sont déjà dans le chat. OK. De Teams. Et tu veux que je les choisisse, hein? Oui. Parfait. Écoute, je vais y aller avec la première. Marie-Claude Richard, quand on exige un certain pourcentage de canopée, par exemple, dans les nouveaux stationnements, la canopée est calculée en fonction de la taille de l'arbre à maturité, alors que les arbres dans ce type de milieu atteignent rarement cette taille. Est-ce que les calculs devraient être faits sur une autre base que celle des arbres à maturité? Quelqu'un qui veut aborder cette réponse à cette question-là? Je vais répondre en partie, peut-être, mais en fait, je n'ai pas non plus de solution miracle. C'est vrai, effectivement, dans la majorité des aménagements qu'on connaît actuellement, les aménagements passés, mais c'est pour ça qu'on a modifié la réglementation, justement pour forcer l'utilisation de fosses de plantation puis d'espace suffisant pour que ce plein déploiement-là se fasse. Donc, en mettant les conditions nécessaires, on maintient, nous, justement, des surfaces de canopée. Ça tient la route. Mais il est vrai que par le passé, je veux dire, on plantait parfois des arbres à grand déploiement dans une fosse de 2 pieds de large. C'est impossible de s'attendre à ce qu'il y ait son plein déploiement. La situation change. Donc, sinon, je n'ai pas de commentaires supplémentaires. Je pense que je vois la main de Alain, c'est ça? Oui, bien, en fait, je pense qu'il est important, puis peut-être qu'on aurait dû le faire avant. Je pense que ce n'est pas la première fois que je vois un potentiel de confusion, puis là, je ne veux pas interpréter ce que Mme Richard dit, mais il ne faut pas confondre canopée tel que, par exemple, Ghislain en parlait pour la Ville de Québec tantôt et cime d'un arbre individuel. Je pense que, par exemple, quand Ghislain disait que la Ville de Québec est à X, ou toi, Christian, quand tu disais qu'elle est à Y pour Montréal, selon qu'on considère les parcs ou pas, ce qu'on a là, c'est une image actuelle.
et non pas le potentiel de développement d'un arbre. Et généralement, on va utiliser des moyens de télédétection pour mesurer ça, que ce soit le LIDAR ou les photos aériennes. Donc ça, c'est une évaluation relativement précise de la canopée actuelle, qui est tout simplement la projection des cimes au sol. Après, quand on plante des arbres et qu'on dit qu'ils vont avoir tant de canopées, là, évidemment que ça, c'est un tout autre enjeu dans le temps et effectivement selon la qualité du site. Mais je pense qu'il faut faire attention ici là, au niveau des termes. Oui, bon point. Merci. Un instant, qui avait levé la main aussi? Emmanuel? Oui. Ouais. Peut-être en complément, puis je pense c'est de s'assurer que les conditions autour sont favorables à la croissance de l'arbre. Là, je pense que c'est important dans la façon dont c'est présenté. Puis c'est la question du suivi aussi qui revient. Je pense qu'il faut se doter de mécanismes aussi pour s'assurer que les propriétaires qui ont à planter dans leur stationnement se sentent responsables, puis aussi redevables à long terme, puis pas dire j'ai choisi un arbre qui a dans 25 ans aura telle canopée, mais je vais le couper dans 10 ans ou il ne va jamais pousser à atteindre son plein potentiel parce que je n'ai pas mis en place les conditions adéquates ou je déneige d'une façon qui vient le pénaliser. Donc, c'est comme de regarder cette question de suivi-là. Puis, c'est quoi la meilleure façon d'assurer ce suivi-là? Je ne sais pas, mais c'est un élément qui est important si on veut que ces cibles-là soient atteintes. Parfait, merci. Ghislain? Oui, peut-être très technique dans le calcul, comme Alain l'a bien présenté. Nous, ce qu'on essaie de faire de plus en plus au moment de la projection, on ne projette pas les arbres à maturité, mais on projette les arbres en fonction des volumes de sol. En fait, on utilise les chartes de croissance qui est le sol qui limite beaucoup. Fait que peu importe l'espèce, un moment donné, c'est l'élément. Fait que souvent, quand on vient dire, exemple, dans tel projet, on va augmenter la canopée de X%, mais c'est plus basé en fonction des sols disponibles. Fait que ça diminue déjà le premier taux de canopée qui pourrait être associé, exemple, à un arbre d'Amérique qui peut atteindre 300 mètres carrés de cime, mais s'il est planté dans une fosse de 10 mètres cubes, il va atteindre à peu près 80 mètres carrés de cime. Fait qu'on leur diminue de façon artificielle, mais on réfléchit encore à améliorer ce type de scénario parce que tout ça est dépendamment aussi du taux de mortalité, des bris mécaniques, de qu'est-ce qui se passe dans le milieu dans lequel il s'insère. Fait qu'on a un peu de misère, mais là, au moins minimalement, on a fait ce premier step, mais on continue à réfléchir. Mais c'est un indicateur, c'est clairement pas une projection parfaite. Oui. Parfait. Écoutez, une autre question intéressante que je vais développer un peu, là, mais de Flavie Ferrer. Est-ce qu'il serait envisageable d'utiliser des forêts urbaines comme des forêts productives en termes de bois de chauffage, d'alimentation ou même, je vais ajouter, bois d'œuvre, en utilisant des trognes, par exemple? En fait, la question globalement, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos arbres urbains lorsqu'on les coupe ou qu'on enlève les branches? Est-ce qu'il y a une utilisation utile ou est-ce qu'on fait juste les mettre dans des sites d'enfouissement? Je pense que c'est une question intéressante. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux aussi? Je peux peut-être débuter donner un début de réponse. En fait, jusqu'à récemment, dans notre cas, la grande majorité des arbres étaient déchiquetés. On les revalorisait initialement strictement pour du copeau dans nos aménagements. Avec la grille et la mortalité accélérée des frênes, on s'est ramassé avec des volumes importants. Donc, comme à Montréal, en fait, il y a eu différentes initiatives qui visaient de la valorisation. Le frêne n'était pas un super bois pour l'extérieur, mais nous, on a fait des meubles. Donc, il y a eu des collaborations, on a monté des collaborations, en fait, avec différents organismes, puis il y a eu des meubles de fait. Puis là, en fait, il y a un organisme qui s'appelle le CVBU, maintenant, le Centre de valorisation du bois urbain, qui récupère une partie du bois de Montréal, d'ailleurs, je crois, les frênes. Et là, dans le fond, on fait du plancher. Mais on ne se limite plus seulement aux frênes. Les autres essences peuvent être considérées. Donc, actuellement, c'est une initiative qui est assez intéressante, porteuse. On verra comment elle évoluera dans le futur. Mais effectivement, les arbres de rue, les arbres publics qu'on abat, nous, on a changé nos devis, si on veut, d'abattage. Et dorénavant, on doit les abattre de telle sorte qu'ils soient valorisés dans la mesure du possible. Donc, c'est une avenue, effectivement, là, qu'on a mis de l'avant. Puis, dans le cas du copeau, quand on en a trop, en fait, par le passé, on faisait de la valorisation thermique. On avait des ententes avec Domtar, Kruger et compagnie. Donc, on tentait d'aller autrement. Le site d'enfouissement, je pense qu'on ne peut plus faire ça. Là. Mais il faut trouver des avenues de valorisation avec la plus grande valeur ajoutée. Pâte et papier également. Quand on ne peut pas faire de planche, on fait de la pâte à papier. Donc, il existe des avenues. Et puis là, en tout cas, il y a une entité qui est là actuellement qui elle est capable de récupérer une bonne partie de ce bois-là. Parfait. Ghislain?
Oui, un autre avenue qui est possible que l'équipe de foresterie urbaine chez nous utilise, c'est des ententes avec les syndicats de producteurs de bois pour après ça la vente de bois aux enchères aussi. C'est un des avenues là, qu'on a trouvé qui est quand même un bon débouché pour l'instant. Ouais. OK. Michel? Avec des partenaires de AU Lab, là, qui est associé à l'UQAM, on a regardé la possibilité d'utiliser c'est un projet qui a été présenté, là, d'utiliser donc le bois d'élagage pour le chauffage de serres d'agriculture urbaine. Et puis, je pense que c'est une finalité qui est intéressante. Économiquement, ça ne tient pas tout à fait la route pour toutes sortes de raisons, parce que les brûleurs là, sont assez onéreux à acquérir. Mais sur le long terme, ça pourrait être intéressant et c'est une belle façon de recycler ce bois-là, puis de remplacer le chauffage utilisant des énergies fossiles par sources renouvelables. Intéressant. Donc, c'est un projet qui est à l'étude actuellement. Merci. Je pense que tu avais Emmanuel, oui. Oui, l'autre avenue, puis Daniel, on a brièvement parlé tout à l'heure, c'est les arbres fruitiers qui sont quand même très populaires aussi, donc dans la perspective justement d'amener l'alimentation locale, de favoriser la saine alimentation. Il y a quand même cette avenue-là. C'est sûr que ça s'accompagne d'enjeux en matière d'entretien, de suivi de ces arbres-là qui sont plus fragiles, mais je pense qu'il y a un axe intéressant à explorer aussi dans la diversité des actions puis des retombées qu'on peut attendre de nos arbres. Merci. Peut-être encore le temps d'une dernière question, en fait un commentaire, mais une question aussi que je trouve intéressant de Serge Bricot. En fait, la question c'est: est-ce qu'on demande trop aux arbres pour régler tous nos problèmes environnementaux en ville? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres façons de diminuer les îlots de chaleur ou même d'éliminer les surplus d'eau lorsqu'il pleut? Est-ce qu'on devrait aussi regarder plus globalement que juste utiliser l'arbre pour essayer de résoudre tous nos problèmes? Je pense que c'est une question intéressante. Moi, j'aimerais répondre à cette question. Michel avait la main levée. Michel, et après toi, Daniel. Ouais. Michel. En fait, ça, c'est vraiment une question d'aménagement du territoire puis d'urbanisme. Ce que les étudiants, en principe, apprennent, mais est-ce qu'ils le mettent en pratique toujours? C'est évidemment ce qu'on doit chercher à faire, c'est d'abord réduire les surfaces imperméables de toutes les façons. On réduit la largeur de la rue. On augmente les surfaces végétalisées en désimperméabilisant comme on fait à Québec, par exemple, puis ça se fait à Montréal aussi, puis dans d'autres villes. On a des habitations plus denses, ça permet de libérer plus d'espace vert. Même le toit, si on a des toits verts, ça aide quand même à réduire les eaux pluviales. Donc, il ne faut pas penser seulement aux arbres, il faut penser en fait à toutes les superficies perméables, végétalisées, c'est bénéfique. Et c'est du design urbain, en fait. C'est de faire du design urbain qui permette de réduire les surfaces perméables au maximum. Mais à ce moment-là, ça peut vouloir dire d'avoir des immeubles moins larges et plus étroits, qui ont moins d'empreintes au sol. Mais là, ça fait qu'on a des buildings plus hauts, ce qui a aussi d'autres désavantages. C'est toujours du compromis. OK, merci. Michel, écoute, tu avais levé la main, tu l'as enlevé. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Ouais. Alain? J'aurais le goût de dire de façon provocative, oui, évidemment qu'il y a plein d'autres façons de régler les problèmes, mais le gros avantage des arbres, et qui est leur désavantage, c'est qu'on n'a pas la connaissance, mais leur gros avantage, c'est que de façon générale, c'est ce qui coûte le moins cher et c'est ce qui est le plus performant et c'est ce qui répond en plus, parce qu'ils ont le gros avantage de ne pas régler un problème, mais d'en régler plein du même coup. Le désavantage, c'est qu'on a de la difficulté à les proposer comme mesure, par exemple, pour atténuer les surverses, etc., parce qu'on n'a pas l'information pour pouvoir le calculer correctement. Donc, l'alternative, l'infrastructure grise, elle, on la connaît, elle est facile à calculer, on peut mettre un chiffre dessus, donc on a plus de facilité à prévoir ça. Mais il faut qu'on développe cette connaissance-là pour qu'on puisse les utiliser, parce que c'est sûrement pas une panacée, puis ce que je dis, c'est sûrement pas complètement toujours vrai, mais moi, je pense que pour régler bien des problèmes, c'est la solution la plus efficace et la moins chère et qui fournit un paquet d'autres services en plus en même temps.
Oui, très bon point, parce que souvent, ça a des effets aussi sur la santé physique et mentale, et ça, c'est pas à négliger. Ghislain? Oui, ben, je suis d'accord avec mes collègues. On dirait que je prendrais un autre angle d'attaque. Pour moi, je pense que l'arbre, au niveau des citoyens en général, c'est comme la pointe de l'iceberg. C'est ce qui est visible, ce qui est facile à s'associer à. Fait qu'il devient l'espèce de parapluie de toutes les autres revendications de milieu de vie durable, d'urbanisme durable, de meilleure qualité, mais c'est comme facile. Tu sais, l'arbre, il est visible, puis facilement, c'est comme le bouton sensible à peser dessus pour qu'il y ait une mise en mouvement. Fait que je pense que des fois, c'est pas tant juste l'arbre individuel que tout ce qu'il représente qui est la solution. Fait que c'est un peu l'approche qu'on voit de plus en plus. Tu sais, quand on creuse, ben oui, protéger l'arbre, mais en réalité, j'ai besoin qu'on déminéralise. Oui, j'ai besoin. Fait que dans nos consultations citoyennes, c'est comme l'arbre est le premier au début, mais après ça, c'est tous les autres éléments qui suivent du développement durable. Fait que je pense plus c'est comme un symbole que juste l'arbre en tant que lui. Merci. Emmanuel? Oui, ben, je rejoins les différents points, mais j'amènerai peut-être l'idée de la complémentarité des mesures aussi à différentes échelles. On peut regarder à l'échelle du bâtiment, du terrain, du quartier, de l'île de Montréal, si je me mets dans la perspective. Puis c'est toute cette idée d'interconnexion des différentes mesures, puis de ce réseau d'infrastructures vertes qu'on développe et que plusieurs municipalités essaient de développer, et dans lequel l'arbre, c'est sûr, un rôle important à jouer, mais pas le seul à avoir un rôle à jouer là-dedans. Donc, je pense que c'est intéressant de le voir à différentes échelles. Puis si on regarde gestion durable de l'eau aussi, on voit de plus en plus, c'est ça, si on prend l'exemple des saillies drainantes qui sont végétalisées, on voit qu'on va vers des mesures complémentaires de différentes solutions qui multiplient les impacts puis les bénéfices autant pour la santé que en fait pour notre qualité de vie. Parfait. Merci. Virginie? J'ajoute 2 points à tout ce qui a été dit. Je pense que les milieux naturels, la conservation des milieux naturels déjà existants, c'est super important parce que ça contribue énormément, puis on n'a pas besoin de recréer quelque chose qui existe déjà. Puis, je parlerai aussi de gestion différenciée parce que Daniel l'a dit, là, on veut faire du verdissement, tout ça, mais on peut avoir une espèce de plus-value dans la manière dont on aménage ces milieux-là pour la biodiversité, pour la lutte aux îlots de chaleur. Là, une friche herbacée ou arborescente contribue davantage qu'un gazon bien tondu, bien ras. Les deux sont verts. Les deux sont perméables, mais il y en a un qui contribue davantage. Bref, il y a la question de la gestion, comment on aménage aussi ces espaces-là. Merci. Daniel? En fait, je vais rebondir sur ce que Virginie vient de dire et puis ça rejoint des travaux, Christian, qu'un étudiant que tu avais dirigé et co-dirigé avait fait, c'est sur la question de complexifier nos aménagements. Donc, je pense qu'il faut penser, on a évoqué la question des communautés d'arbres, mais il faut penser à des communautés d'arbres, d'herbacées, etc. Donc, ce n'est pas seulement des arbres qu'on doit planter, mais ça doit être des aménagements plus complexes aussi. Parfait. Une autre question ici, je pense qu'on l'a abordé, mais quand même, c'est Mme Véronique Parent-Lacharité qui demande est-ce que les changements climatiques qui sont présents et qui augmentent seraient un argument en faveur des espèces exotiques? Est-ce qu'à cause justement des changements climatiques, on n'est pas un peu obligé d'amener des nouvelles espèces dans nos milieux urbains? Donc, c'est une question, mais je pense que... Oui, Virginie? Excuse-moi, c'était une vieille main. Oh, c'est une vieille main, bon. Mais je vais te relancer, Virginie, parce que tantôt, tu disais dans les boisés naturels, vous n'y allez pas avec des espèces exotiques ou des espèces qui ne sont pas là naturellement. Et tu sais un peu que je travaille sur l'idée de peut-être favoriser, dans certains cas, des espèces exotiques ou qui viennent de l'extérieur pour augmenter la résilience de ces boisés-là. Est-ce que c'est quelque chose à considérer? Je te dirais, pour l'instant, notre position, ce serait non. Parce que là, je parle vraiment des forêts naturelles. Parce qu'on a déjà vraiment une grande palette d'espèces. Là. On est en forêt, on est dans le sud du Québec, on est dans l'endroit où c'est le plus riche.
naturellement, dans nos forêts, on a des espèces qui ont des traits qui sont assez variables aussi, là. Donc, il y a des ravageurs exotiques qui peuvent arriver, longicornes asiatiques, par exemple, là, qui ont un grand spectre d'espèces auxquelles ils peuvent s'attaquer. Mais j'ai l'impression que le risque de jouer, là c'est moi qui parle, là, c'est pas mon service, mais j'ai l'impression que le risque de jouer à l'apprenti sorcier en introduisant des espèces exotiques est plus grand probablement que celui de travailler avec ce qu'on a déjà, qui est très diversifié. Maintenant, je parlais des plantations qu'on fait maintenant, là, j'en fais une cet automne, là, j'ai pas plus que 40% de mes plants d'arbres, puis on plante aussi des arbustes qui sont des érables. Alors que si on avait utilisé des cortèges d'espèces qu'on trouve dans ces peuplements-là, j'aurais été probablement à 70-80. Fait que je pense qu'en jouant sur les proportions d'espèces, ou de genre ou de famille ou de traits fonctionnels, ça nous permet d'aller chercher une gestion du risque ou une résilience. Là, des fois, je n'aime pas trop ce mot-là, là, mais d'amoindrir en tout cas le risque face à des perturbateurs connus ou inconnus là, à venir. Oui, merci. Bon point. Merci, Virginie. Michel? Oui, j'aime bien le point de vue de Virginie. Puis dans le même sens, au jardin botanique, on se pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas introduire des essences plus méridionales dans nos collections pour prévoir les changements climatiques? C'est une réflexion qui est faite par beaucoup de jardins botaniques dans le monde. Il y a même un consortium autour de cette question-là. Et nous, on est un peu sceptiques, enfin un peu soucieux parce qu'on se dit les changements climatiques, par exemple en Australie, ce qui est prévu, c'est un réchauffement puis des sécheresses. C'est assez simple. Chez nous, je ne suis pas un climatologue, là, mais c'est plus complexe. Hein? Ce qui va se passer à Montréal, ça risque plus d'être des événements chamboulés en hiver et en été avec des redoux en hiver puis des précipitations verglaçantes puis tout ça. Ça pourrait être, j'aimais bien l'expression de jouer à l'apprenti sorcier, pourrait nous jouer des mauvais tours, là, mais je pense que c'est pas si simple non plus d'introduire des espèces de, je sais pas moi, de tulipiers ou d'origine de Caroline, mettons, puis de penser que ça va régler nos problèmes. Je pense qu'il y a un gros risque associé à ça. Parfait. Merci, Michel. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main qui l'a enlevé. C'est moi, en fait, parce que Michel a dit exactement, en fait, moi, c'était un peu plus sous forme de question de dire que il y a de l'intérêt pour utiliser des espèces qui sont plus méridionales dans des climats qui sont des climats analogues à ce qu'on va avoir, nous, peut-être en 2040, comme je pense, par exemple, à la région de Philadelphie. Mais évidemment, il y a le danger que Michel souligne, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment, en fait, de quoi vont avoir l'air les changements climatiques qui jouent sur plusieurs tableaux. OK. Christian, je peux juste ajouter un petit quelque chose? Tout à fait. Parce que j'en ai parlé avec des gens de la pépinière en prévision de la rencontre, puis je leur demandais s'ils testaient des provenances qui venaient plus du sud ou des espèces qui venaient plus du sud, des fois pas juste dans les milieux naturels, mais en général. Puis ce qui me répondait, puis on en a parlé un petit peu hier aussi, c'est que il faut déjà que les espèces puissent s'implanter maintenant avec les conditions climatiques actuelles. Même si on prévoit que dans 30 ans, ils vont pouvoir s'épanouir, ben c'est aujourd'hui qu'on les plante. Fait qu'il y a ça aussi, il faut jouer avec ça aussi. Peut-être ajouter, je vais me permettre d'ajouter le point que aussi dans nos villes, on devrait essayer de s'assurer qu'on a une bonne diversité génétique. Les arbres qu'on plante, souvent, leur provenance est limitée. Et peut-être souvent même c'est des clones et à ce moment-là, on les rend plus fragiles à des perturbations. Donc, ce n'est pas seulement de jouer sur le nombre d'espèces ou même des espèces exotiques, mais peut-être sur la diversité génétique. Et peut-être qu'on pourrait commencer à prendre des provenances qui sont un peu plus au sud et les mélanger avec des provenances plus locales et avoir plus de diversité. Mais c'est juste un point. Une autre question, peut-être une des dernières, de Chloé Fredette. Y a-t-il des freins qui font que l'on utilise encore si peu les nouvelles plantations d'arbres pour la gestion des eaux fluviales? Je pense par exemple à la création de fosses de plantations fermées alors que des problèmes de surverse originent de la rue adjacente et les arbres ont des enjeux
et que les arbres ont des enjeux d'approvisionnement en eau. Donc, c'est toute la question là, bon, la surveillance qu'on a parlé, là, mais la gestion des eaux fluviales, est-ce qu'il y a des freins, est-ce qu'il y a des problèmes? Donc, Michel? Michel, c'est toi qui avais levé la main? Non, c'est une vieille main aussi. Une vieille main. Daniel aussi, c'est une vieille main? Moi, non, c'est une nouvelle main, mais je ne sais pas si Alain, parce qu'on est potentiellement impliqué dans un projet Daniel. qui a rapport avec ça. En fait, le service de l'eau de la Ville de Montréal s'intéresse à ça, puis probablement à la Ville de Québec aussi. L'idée d'utiliser les fosses des arbres pour gérer les eaux pluviales. Il y a quand même un souci qui est la résistance au sel de déglaçage. Bon, à d'autres polluants, mais il y a surtout celui-là. Donc, Alain, tu pourras pas. En tout cas, il y a des projets en développement là-dessus. Disons que oui, c'est ça. Je dirais que la peur que les eaux pluviales soient néfastes pour les arbres, c'est un frein. Puis en fait, quand on regarde la recherche, c'est pour la santé des arbres en biorétention, c'est pas unanime. Il y a des résultats qui montrent que bon, ça change rien, puis d'autres qui montrent que les arbres sont en moins bonne santé. Mais évidemment, en plus, ça n'a pas été fait sous nos climats, sauf pour des recherches à Toronto qui l'ont montré que c'était vraiment un problème. Donc, il y a ça qui explique. Mais il peut y avoir développement de fosses particulières qui permettent l'entrée ou pas d'eau pluviale à certains moments de l'année. Donc, il y a plein de développements, puis sûrement dans vos villes, il se passe des choses aussi de ce côté-là. Merci, Daniel. Alain, tu voulais ajouter quelque chose, oui? Bien, juste dire à Chloé qu'elle va être heureuse d'apprendre que le projet auquel elle participe, qu'on inclut des expériences là-dessus, parce que je pense qu'en fait, en réponse à la question, l'enjeu, c'est la connaissance. Je l'ai dit tantôt, peut-être juste une petite anecdote, puis parce qu'il y a juste Michel qui est lié à l'Université de Montréal, je vais casser du sucre sur le dos de l'Université de Montréal. Non, je m'excuse, moi aussi, fais attention à la... Oui, c'est vrai, par contre, c'est vrai, il y a Daniel aussi. Quand j'étais au Conseil du patrimoine de Montréal, j'ai tellement été déçu quand la solution qui a été proposée pour justement gérer les eaux pluviales a été un bassin souterrain plutôt que des infrastructures vertes. Mais la raison, elle est simple, c'est parce qu'un bassin en béton, on est capable de calculer exactement combien il y a de mètres cubes d'eau qui va rentrer dedans, puis combien ça va prendre de temps avant qu'il soit libéré. Puis c'est ça les normes qu'on essaye de respecter. Donc, tant qu'on n'a pas la connaissance, et il faut qu'on la développe, bien, c'est sûr que c'est un peu plus difficile de proposer ça. Mais, évidemment, vous le savez tous, là, puis là, j'imagine que Ghislain et les autres veulent réagir à ça. Il y en a plein d'initiatives dans les villes, puis c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas oublier que Montréal, Québec, Boucherville aussi, la Rive-Sud, etc., on a tous une particularité dans le monde, il y en a plein. Mais ici, on doit gérer des selles de déglaçage. Et ça, bien, c'est un objectif de recherche qui est intéressant, je pense. Bien, écoute, Michel, tu as la chance de répondre à Alain. Non, Michel. Ça devait être encore une vieille main, là, pourtant. Une vieille main, bon, mais il faudrait que tu l'enlèves d'abord. Mais je vais faire... Puisqu'on parle de sel de déglaçage, ouais. Je vais vous raconter une petite anecdote en 10 secondes. Surtout si je prends 10 secondes pour vous dire que je vais raconter une anecdote. Mais j'avais été dans une émission de radio avec un physiologiste français on parlait des arbres urbains, puis qui avait ouvert la discussion en disant un arbre salé, c'est un arbre mort chez nous. Et on m'avait dit, est-ce que c'est la même chose au Québec? Alors, j'avais dit, ben non, parce qu'on applique des sels de déglaçage, on ne fait pas mourir tous nos arbres. Mais c'est une belle question. Et puis, j'avais un peu philosophé là-dessus en me disant que je pense. Et puis, en même temps, on a échantillonné dans les carrés d'arbres au printemps. Quand on y va au mois de mars, il y a effectivement des concentrations très, très fortes de sel. Quand on y va au mois d'avril, il n'y en a plus. C'est lessivé complètement. Alors, j'avais conclu que probablement que le métabolisme des plantes n'interagit pas beaucoup avec un moment où les plantes, tu sais, il n'y a pas de transpiration, il n'y a pas de montée de ces éléments-là avec l'interaction finalement avec les racines ni dans les tissus. Et c'est peut-être ce qui fait. Alors, c'est une petite remarque intéressante, mais si nos climats se réchauffent, ça pourrait devenir plus problématique d'appliquer des sels de déglaçage quand il y aurait
un verglas, puis que le lendemain, il fait très doux ou il fait plus doux au printemps. C'est un souci. Bon, merci Michel. Il nous reste 2 minutes. Ghislain et après ça, Daniel. Ghislain. Oui, peut-être un des éléments pour ce qui est, entre autres, des saillies drainantes là, qui sont souvent on utilise le trottoir. Donc, quand on veut planter et faire un PGO, bien souvent les endroits les plus propices, c'est quand on draine uniquement le trottoir. Fait qu'on a moins cette problématique-là de celle de déglaçage. Puis d'ailleurs, on a souvent des bordures perforées là, qui maintiennent quand même certains éléments. Puis l'autre élément, une des raisons pourquoi aussi les arbres sont peu utilisés dans certains milieux, quoi qu'on en a plein d'exemples. On en a plein d'exemples de PGO avec des arbres, c'est que ces fois, c'est dans le calcul. C'est qu'à chaque fois qu'on vient planter une motte, ça vient enlever une superficie d'eau qui n'est pas retenue. Puis comme dans le calcul, l'arbre n'est pas calculé comme l'évapotranspiration, mais la journée qu'on va être capable d'associer au calcul d'ingénierie le gain de l'arbre, mais il ne sera pas vu comme une perte d'espace dans le bassin de rétention ou dans la nuit drainante. Je dois t'arrêter parce qu'il reste moins d'1 minute, puis je voulais m'assurer de remercier tout le monde, là, de remercier Patrick Benoît, qui nous a appuyés, et surtout les panélistes. J'ai beaucoup apprécié la discussion, les réponses, les échanges. Je pense que c'est une belle formule. Donc, merci. J'espère que ceux qui ont écouté ont apprécié. Mais je pense qu'on a quand même fait avancer un peu le débat. Donc, merci tout le monde. Puis, longue vie aux espaces verts et aux arbres. Merci beaucoup.